monde. Ceux qui ne sont pas arrivés nous rejoindront en cours de route. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la radio Magasin de producteurs. Cette radio, c'est sous forme de conférence téléphonique. C'est organisé par l'Association nationale de développement agricole et rural, TRAM. Moi, je suis Thierry Pons, je suis membre de l'équipe projet circuit court de TRAM et donc je vais animer cette radio. Donc, dans le public qui écoute cette radio, il y a aussi bien des agriculteurs que des salariés de magasins de producteurs. Il y a aussi des porteurs de projets qui ont ça en tête, de monter un magasin de producteurs, ou aussi des agents de développement qui accompagnent ce type de projet. Donc cette radio s'adresse à tout le monde, bien sûr, et l'objectif c'est de permettre d'approfondir nos connaissances, chacun depuis chez lui ou sur le lieu de travail. On essaie de choisir une thématique précise en lien avec les magasins de producteurs. Donc c'est une conférence qui dure 1 heure. Et donc aujourd'hui, on a 3 invités qui vont se présenter tout à l'heure. Et on va aborder le sujet des relations interpersonnelles au sein des collectifs de ces magasins de producteurs. Donc les différentes personnes qui sont impliquées dans les magasins de producteurs. Le but du jeu de cette radio, c'est d'alimenter la réflexion de chacun, des magasins de producteurs, de ceux qui participent. Voilà. Et donc pour anticiper, pour s'adapter, pour mieux comprendre les situations. Donc, on va passer aux présentations des personnes. Mais avant, oui, j'allais oublier quelque chose. On a un temps de présentation des intervenants, bien sûr. Ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et là, pour le coup, sur les relations interpersonnelles, on va se baser sur les témoignages de deux invités qui sont agriculteurs et agricultrices, qui participent à des points de vente collectifs. Et on a Jean-Louis Perrault, qui réagira par rapport à ce qu'il aura compris des situations pour essayer de nous amener des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe et de savoir comment agir au sein des collectifs. Et on terminera par 15-20 minutes de réponse aux questions que vous avez déjà posées pour certains et que vous pouvez poser aussi pendant la réunion en réaction à ce qui se dira. Donc vous pouvez soit envoyer un SMS à ma collègue Marion. Marion, c'est le 07 83 31 54 86. Voilà, les chiffres, il faut les dire doucement, c'est comme le tiercé à la radio. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail. Et mon mail, c'est t.pons. Par contre, je me permets d'intervenir, c'est Marion, ce n'est pas mon bon numéro de téléphone. Ah ben voilà, je lui fais le coup à chaque fois. Donc elle va nous le donner en direct. Je vais vous le donner, bonjour à tous. Donc c'est 06 82 81 01 96. 06 82 81 01 96. Voilà. Bon, autant pour moi. Et puis donc mon mail c'est t.pons, @tram.org. Voilà. Et donc on prendra vos questions. On en fera une synthèse pour poser à la fin. Alors, donc on va passer à la présentation des invités. Galanterie oblige, je vais commencer par Pascal Cros. Donc Pascal est agricultrice en Charente-Maritime. Eh bien Pascal, je te laisse tout de suite la parole pour que tu puisses te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, et puis comment tu es impliqué dans les magasins de producteurs. D'accord. Donc bonjour à tous. Donc Pascal Cros, agricultrice en Charente-Maritime, comme vient de le dire Thierry, sur une ferme entre terre et vigne qui s'appelle la ferme de Loré et qui est tout en bio. Et nous commercialisons la plupart de nos productions en circuit court à destination de 11 magasins collectifs maintenant sur les 3 départements Charente-Maritime, Charente et Gironde. Et en ayant partout le statut d'apporteur, c'est-à-dire en n'étant pas impliqué dans la gouvernance d'aucun de ces magasins. Et ça fait une dizaine d'années maintenant que nous avons commencé. Ok. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu réalises des permanences aussi dans les magasins à la vente ou pas? Oui, je réalise des permanences dans 7 d'entre eux, puisque pour les autres, ça n'est pas partagé les permanences ou alors on a le choix de ne pas en faire. D'accord. Ok. Très bien.
Ok, donc là c'est notre premier invité. Deuxième invité, c'est Guillaume Lheureux. Donc Oui, je te laisse te présenter, Guillaume. bonjour à tous. Donc moi, Guillaume Lheureux, je suis installé à Saint-Folquin, dans le Pas-de-Calais, en GAEC avec mon frère. Nous faisons partie d'un magasin de producteurs donc sur Calais, le magasin Au Goût de la Ferme, dont on est associé et dont je suis secrétaire, donc je fais partie du bureau. Sur l'exploitation, nous produisons des légumes, céréales, pommes de terre, betteraves, et nous avons un cheptel au vin d'environ 400 brebis à l'étante, dont pour le moment on fait 80 à 90% de la production part en vente directe dans le magasin. Dans le magasin. Voilà. Bonjour, Bonjour. excusez-moi, Bonjour. j'ai un petit peu de retard. Alice de D'accord. Molder de la Chambre d'agriculture de Lyon. Très bien. Donc ça, tu fais partie des auditrices et donc on demande à ceux qui écoutent l'émission de couper leur micro. Voilà, donc si tu peux le faire, et c'est 10 dièse. Voilà, on était juste dans la présentation des intervenants. Donc on a vu Pascal Cros et Guillaume Lheureux, agricultrice et agriculteur. Et puis, oui, j'avais juste une petite question de précision pour Guillaume. Tu fais partie des agriculteurs qui étaient au démarrage du projet de magasin de producteurs, c'est ça? Ouais, ouais. Alors nous, le magasin en fait avait été créé par un syndicat local qui regroupait quand même, on va dire entre 40 et 50 agriculteurs, et qui avait créé une petite association pour valoriser la vente directe, et qui a un peu créé la fusion pour créer des réunions et tout ça pour faire monter un petit peu un projet. Et donc j'ai participé, pas tout à fait dès le début, mais j'ai participé au départ à la création du magasin. Donc on a ouvert le magasin en juin 2016, et on a participé aux premières réunions à peu près 2 ans avant, quoi. D'accord. Au départ que pour l'agneau. Au départ en partant que pour l'agneau. Ok, donc mais tu fais partie des membres fondateurs, quoi, on va dire. C'est ça. Ok. Et donc notre troisième invité, c'est Jean-Louis Perrault. Donc Jean-Louis, bah pareil, je te laisse te présenter. Oui, merci Thierry. Bonjour à tous. Alors pour faire court, je suis un papy, j'ai bientôt 65 ans et j'ai une vie antérieure d'ingénieur agricole et qui m'avait amené à travailler dans le monde de l'industrie alimentaire essentiellement pendant une quinzaine d'années. Et depuis 25 ans maintenant, j'ai une activité de conseil, de formation et d'accompagnement d'équipes qui tourne autour du management, de la communication interne et de l'accompagnement d'équipes en difficulté ou en crise. Voilà, et ça m'a amené à intervenir d'abord beaucoup dans le milieu agriculture et agroalimentaire. J'ai accompagné plusieurs, en particulier des GAEC qui avaient mis la barre très haut, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois en communauté de travail, comme beaucoup dans les GAEC, mais aussi en communauté de vie. Et donc je vous laisse deviner les difficultés de communication quotidienne que ça impose. Et puis, depuis une vingtaine d'années maintenant, j'ai une activité de coach également individuelle, où j'accompagne des individus. Et cette approche du coaching, je l'ai découverte au Québec, à Montréal. Et on appelle ça le coaching en développement intégral. C'est-à-dire un coaching où on va prendre en compte toutes les dimensions de l'individu et non pas uniquement la dimension professionnelle ou cognitive, mais on va s'occuper de l'être dans son entièreté, c'est-à-dire les aspects émotionnels, relationnels, également les aspects corporels qui sont fondamentaux pour l'équilibre des individus. Donc vous avez compris que Jean-Louis a une grande expérience pratique aussi d'intervention auprès des différentes formes de collectifs. Et nous on travaille aussi avec lui et c'est aussi notre formateur puisqu'il nous a formé à une méthode d'animation d'ateliers de co-développement professionnel. Je pense qu'on en parlera peut-être en deuxième partie de l'émission.
Donc voilà pour les présentations. Alors je voulais juste peut-être introduire le sujet par une citation de Lao Tse, si ça vous va. Il était sage cet homme-là. Donc il disait être humain, c'est aimer les hommes, et être sage, c'est les connaître. Donc voilà, c'était mon premier challenge, c'était d'arriver à caser une citation. Alors, ce qu'on va peut-être faire, je voulais peut-être commencer par Guillaume, à aborder un sujet là auquel vous avez été confronté au sein de votre magasin de producteurs, Oui. qui concerne vraiment les relations entre les personnes. C'était tout ce qui tournait autour peut-être de l'équité, l'équité de traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre magasin et comment vous avez abordé cette question-là, quoi. Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a ouvert le magasin donc en juin 2016, en ayant, je parle un petit peu de l'aspect réglementaire, où on a repris un règlement, on s'est fait un règlement un petit peu à la va-vite ensemble, en reprenant beaucoup de choses, d'autres points de vente, des exemples et tout ça, sans réellement s'approprier à notre groupe l'aspect réglementaire. Forcément, la première année, c'est boulot vite et on regarde pas trop cet aspect-là, ce qui fait parfois que des malaises se créent sans pour autant être traités immédiatement. Et justement, il y a ce problème d'équité. C'est un problème d'équité surtout au niveau du temps de travail, puisqu'on avait fait le choix dans ce premier jet de règlement de baser nos permanences sur une demi-journée obligatoire par personne, que le chiffre d'affaires soit élevé ou pas, et baser le reste par rapport au chiffre d'affaires. Ce qui fait que on a eu un petit peu des distorsions par rapport à ça, puisque ceux éventuellement qui se retrouvent un petit peu à avoir les chiffres d'affaires un petit peu inférieurs, se retrouvent à se dire qu'ils bossent un peu pour les autres. Et puis ceux qui sont dessus se disent on dépanne pour les autres, donc on en fait largement assez. Donc on se retrouve avec un petit imbroglio par rapport à ça. Et imbroglio qui aujourd'hui est en cours de traitement, on va dire, puisque on a entamé plusieurs formations et tout ça pour justement régler ce problème. Et on est vraiment basé, oui, c'est vraiment l'équité. On avait fait le choix au départ à la création du magasin d'une équité au niveau part social et tout ça pour être vraiment le plus cadré possible à ce niveau-là et le plus équitable tout simplement. Et les problèmes sont arrivés par un endroit où au départ on n'avait pas forcément pensé à ça en fait. On n'était pas Cet endroit, c'est le temps de travail consacré aux permanences au magasin, hein, c'est ça? C'est bien ça. C'est ça je pense, il y a toujours des petites distorsions de droite et de gauche dans les groupes, mais pour nous en tout cas le principal motif c'est le temps de travail au sein du magasin. D'accord. Et du coup, en termes de relations, ça a généré quoi entre les personnes? En termes de relations, ça a généré, ça peut parfois encore générer au jour d'aujourd'hui, c'est des tensions dans le sens où qui crée des tensions tout simplement, et de fait la moindre broutille qui vient s'ajouter à ça prend l'effet montagne est agrandi forcément. On a toujours derrière cet effet-là. On a eu le départ d'un associé fin d'année 2019. Bon, c'était aussi en partie à cause de ça. Il y avait d'autres aspects, mais c'est que ça comprenait cet aspect-là. Et on a par la suite du coup fait 2 formations, dont une qui est encore en cours, pour régler justement ce problème-là, ce problème de permanence. D'accord, ok.
Est-ce que Pascal, tu veux intervenir parce que tu as peut-être observé ça aussi dans d'autres points de vente auxquels tu livres des produits? Oui, tout à fait. D'autant que moi, je fais partie des apporteurs, donc des personnes qui ne participent pas aux décisions à proprement parler. Ça dépend quelle est la structure des magasins. Et c'est vrai que au-delà de la question de la répartition des permanences, il y a la question de ce que l'on fait en permanence. Et le rayon épicerie, c'est pas un rayon frais par définition, donc il a besoin d'être réapprovisionné. Enfin, on y passe moins de temps que dans les autres rayons. Et quand on est en permanence, du coup, on passe beaucoup de temps, quand on est un épicier, à mettre en rayon des fruits et des légumes, de la viande. Et quelquefois, selon les magasins, selon comment c'est organisé, on se retrouve avec des rayons épicerie qui sont beaucoup moins bien achalandés. Donc ça aussi, ça pose une question d'équité et de rôle pendant les permanences et en dehors des permanences, quoi. Comment ces rayons-là sont approvisionnés de façon équitable. Ah oui, donc du coup là on est sur l'équité de traitement des produits au sein du magasin, quoi. C'est un problème que je n'ai pas soulevé, mais qui est également, qui peut également être pris au sein de notre magasin. Ah oui, d'accord. Ok, et du coup, est-ce que tu as observé, Pascal, des solutions qui ont été mises en place ou des façons d'aborder ça dans les magasins? Tout récemment, lors de la dernière assemblée générale d'un des magasins, la question a été abordée par un producteur et qui disait, voilà, moi je mets en rayon tous mes fruits et je vois bien que quand je suis de permanence, les producteurs de fruits et légumes ne font pas ça. Donc ça a été abordé en assemblée générale très directement. Et la solution, ça a été que les producteurs de légumes présents ont compris, parce que ça a été très bien fait, qu'il fallait qu'ils en fassent un petit peu plus et qu'ils ne se contentent pas de décharger leur caisse dans la chambre froide. D'accord. Après, les solutions, elles ne sont pas dans tous les magasins. Il y a beaucoup de non-dits et de gens qui sont convaincus qu'ils en font plus que d'autres pendant les permanences, qu'on ne traite pas leurs produits comme tous les autres sont traités. Voilà, il y a beaucoup de non-dits sur cette question-là. Oui, tout à fait. Alors du coup, peut-être qu'on va laisser la parole à Jean-Louis, quel est ton regard, toi, sur des situations comme ça? Oui, merci. La notion. Avant peut-être de donner un regard comme ça à l'extérieur, j'avais peut-être une ou deux questions pour compléter, essayer de comprendre ensemble. Guillaume, tu parlais d'imbroglio tout à l'heure et tu as posé la question, Thierry, de quelques expressions, mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir à quel moment vous êtes passé d'un état où les choses fonctionnaient de façon implicite, sans en parler, à un moment où les problèmes sont apparus. Est-ce que c'est un empilement progressif de non-dits ou est-ce qu'il y a eu des facteurs qui ont déclenché ces difficultés exprimées? Ça a été un empilement. Je pense que ça a réellement démarré 6 mois après l'ouverture, après la première année conclue, puisqu'on a ouvert en juin. On a fait 6 mois intenses. Et il y a eu une petite période de 2 mois où forcément janvier, février, on lève un petit peu le pied. On se met un peu plus le nez dans ces affaires-là. Et il y a eu justement, c'est l'accumulation de non-dits, de choses qu'on laisse traîner, et tout ça qui a fait que ça s'envenime, quoi. Ça même pas trop s'envenime. Ouais, donc c'est vraiment le schéma habituel de système où on empile progressivement des insatisfactions qui ne sont pas exprimées ou très peu exprimées jusqu'au moment où le couvercle se soulève, en fait. Exactement. Ce qui me vient à l'esprit, c'est en fait le mot équité qui est très différent de égalité. C'est-à-dire l'égalité, c'est promouvoir la justice d'une façon non adaptative, en fait. C'est le même régime pour tout le monde, en fait. Et la notion d'équité qui consiste petit à petit à ajuster sa conduite sur ce qu'on considère naturellement comme plutôt juste ou plutôt injuste. D'ailleurs, le mot inéquité est très utilisé pour décrire ce côté injuste. Et
la difficulté par rapport à... C'est très facile de considérer tout... On est tous égaux, en fait. Et c'est beaucoup plus subtil et complexe de considérer qu'on est dans des relations équitables. Et ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, Guillaume, c'est vraiment le fait que la seule manière de... Alors, soit de prévenir quand il est encore temps, soit de régler des soucis de ce type-là, c'est d'en parler le plus vite possible. Et alors, c'est d'en parler au sens... en fait, valoriser le fait que quelqu'un puisse se mettre à râler parce qu'il sent que cette situation est injuste. Alors, c'est un peu compliqué ce que je dis là, mais c'est en allant chercher les objections et en les valorisant qu'on va pouvoir construire ensemble plutôt qu'en essayant de... Alors, soit de les minimiser en disant « mais tu verras, ça va aller mieux », on serre un peu les poings, laisse le poing dans ta poche, attends, ça va se calmer. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire mettre le plus vite possible à jour l'expression de ceux qui se sentent injustement traités. Et pour ça, je suppose que lorsque quelqu'un exprime son sentiment d'injustice, on l'écoute avec bienveillance et on ne cherche pas soit à le faire taire, soit à lui expliquer qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est normal, que c'est l'engagement de départ, quoi. Alors, je ne sais pas si, par rapport aux formations que vous avez enclenchées, hein, si vous êtes allé peut-être jusque-là dans l'expression des griefs hein, que les uns les autres peuvent repérer, mais ça me paraît important. Oui. Je sais pas comment l'expliquer, mais enfin, on a toujours eu un aspect, un minimum de communication en fait. On fait une réunion tous les 3-4 semaines, on va dire, à part dans les périodes vraiment intenses sur les fermes et tout ça, mais autrement ça se généralise comme ça. Et on a eu une période où on a toujours eu l'impression de faire une réunion et de sortir de la réunion en se disant, on n'a pas avancé quoi. On n'a pas. Le problème a été évoqué, on en a parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes, parfois 1 heure, et pour autant, on s'est dit ouais, on va peut-être faire ça, je pense qu'on a été dans un aspect où on n'a pas pris suffisamment de décisions fortes pour parvenir à éradiquer ce problème quoi. Et qu'est-ce qui a bloqué la prise de décision? Bloc, c'est peut-être qu'on essaye enfin, je sais pas si c'est ce terme-là utilisé, comme on essaye d'écouter tout le monde et de vouloir un petit peu satisfaire tout le monde, et puis on se retrouve et puis comme je l'avais expliqué tout à l'heure, on n'a pas d'aspect règlement en plus. Ouais. Donc si jamais on évoque un problème sur tel ou tel qui a peut-être abusé d'une situation ou qui a pas fait ce qu'il devait faire ou quelque chose, derrière on lui dit bah oui tu l'as pas fait. Mais voilà, c'est juste dit. Et puis au final comme il n'y a pas de réaction au fait de pas l'avoir fait, bah peut-être que la personne se dit bah de toute façon je l'ai pas fait ce coup-là, la prochaine fois je le ferai pas non plus, puis ça changera pas grand-chose. Je comprends. Ouais. Alors c'est de l'engrenage en fait, et on n'est pas dans une situation où, je me rappelle quand on avait puisqu'on a eu une intervention de Nicolas Carton et Antoine au début de l'année ici au mois de février, qui sont des collègues de tram, hein, je précise pour ceux. Ah oui, ouais. Et puis je sais pas en fait, c'est ce que Nicolas nous avait soulevé, c'est qu'on est toujours dans une situation qui se maintient en fait, on n'est pas dans... Il y a les degrés de conflit et tout ça. On reste assez bas dans cette situation où ça reste que des paroles et des petites embrouilles, j'ai envie de dire, de droite et de gauche. Il n'y a pas vraiment de gros clashs, de gros tout ça quoi. Ça a pu arriver, mais c'était pas non plus. Peut-être que ça a été minimisé aussi, justement. Et puis, mais on reste sur une situation stagnante, j'ai envie de dire. Où c'est pas pire mais c'est pas mieux non plus, et puis ça laisse traîner quoi, c'est pas... Ouais, je comprends. Ça couve. Alors oui, est-ce que dans des situations comme ça où ça couve, toi tes préconisations, tes conseils, ça serait quoi? Alors
enfin, pour moi, le premier conseil, c'est que dès qu'on sent que quelque chose coule, c'est de le remettre à jour. C'est-à-dire de le ressortir de la couche là, sous laquelle on a un peu planté les choses. Et une des techniques qui peut être utilisée, hein, que vous connaissez certainement, mais c'est les bases de la communication non violente. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est cette idée que effectivement, il est important, quand on remet quelque chose qui couvre à jour, que chacun puisse exprimer ce qu'il a vécu. Non pas, ne jamais commencer par ce qu'il ressent, mais exprimer ce qu'il a vécu, c'est-à-dire revenir à des faits précis, et seulement ensuite exprimer ce que ça lui fait vivre. Alors là, on parlait de ce sentiment d'injustice, hein, par exemple. Et là, dans tous les collectifs, hein, on se rend compte que la véritable difficulté, c'est que chacun a sa propre notion de l'investissement personnel. Et on va être en permanence en train de comparer qu'est-ce que j'investis par rapport à ce que je récolte. Et je vois par exemple dans les GAEC, on voit très souvent ça. Hein, c'est celui qui est, qui est éleveur et qui s'occupe de tout le cheptel, qui a l'impression de travailler 4 fois plus fort que celui qui s'occupe de l'administratif. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si l'un ou l'autre ne fait que rien? La même chose. Hein. L'entreprise coule, en fait. Et donc, c'est de pouvoir décrire précisément, que chacun exprime qu'est-ce que j'ai l'impression d'investir par rapport à ce que j'ai l'impression de récolter. Et terminer par l'expression d'un besoin, c'est-à-dire que une discussion ne peut... on ne peut sortir de ce genre de discussion de façon concrète que si chaque personne qui se sent flouée ou lésée exprime un besoin concret. C'est-à-dire demain, pour me sentir à l'aise ou traiter avec équité, j'aurais besoin de 2 points. Et l'idée, c'est de transformer cette liste de besoins en plan d'action. Et par exemple, dans le plan d'action, il peut tout à fait y avoir la refonte ou de revisiter le contrat qui était passé au départ. Hein. Tu parlais, Guillaume, du règlement de départ qui avait été fait un peu à la va-vite. Mais rien ne nous empêche de profiter de tous ces dysfonctionnements pour modifier le règlement et remettre tout le monde en route par rapport à cette idée. Mais justement, la démarche est en route, justement, puisque suite aux formations la formation aux 2 journées qu'on a passées avec Nicolas et Antoine, on avait initialement prévu une formation avec Elsa Bateau, donc qui fait partie de Terre d'Envie, et qui était prévu ça faisait 1 an à peu près que c'était prévu, et pour établir justement le règlement intérieur et voir cet aspect-là d'établir un cadre, en fait. On s'est mis un peu en tête, on est quelques-uns à être peut-être un petit peu plus investis dans la gestion du groupe, on va dire. Et on s'est dit que mettre un cadre et avoir au moins une règle pour on parlait tout à l'heure du travail, on peut parler du temps de permanence, on peut parler des horaires auxquels il faut arriver, auxquels il faut repartir, de ce qu'il y a à faire avant de partir, justement, de toutes ces choses-là. Essayer de mettre un cadre et au moins avoir celui qui respecte pas, au moins on a un appui pour lui dire, voilà, aujourd'hui t'exprimes quelque chose dont t'es pas content, mais tu n'as pas respecté la règle que tu as signée il y a quelque temps, quoi. Et cette formation a été un petit peu bloquée avec le Covid, donc on est entre les 2 journées, en fait. On a fait une première journée et la deuxième devait arriver au mois de mars, mais ça a été bloqué, quoi. Ok. Oui, donc sur la voie. Oui, vas-y, Thierry. Oui. Vas-y, complète, Jean-Louis, après je voulais juste, pour terminer, ce que je voulais peut-être mettre en lumière, c'était l'idée que chaque fois qu'on a des soucis de ce type-là, c'est de les prendre comme des opportunités plutôt que comme des occasions de rigidifier les règlements. En fait, se dire en quoi ce qu'on est en train de vivre là peut nous aider à redéfinir des règles de fonctionnement plus adaptées, plus à jour, plus mobiles, plus épanouissantes. Et c'est avec cet esprit-là que c'est important d'envisager des nouveaux cadres, parce que dans
dès qu'on parle du mot cadre, il y a deux manières de l'envisager. Hein. C'est le cadre rigide dans lequel on va enfermer tout le monde, ou alors c'est le cadre qui permet l'épanouissement de chacun, parce que comme les règles sont définies, on peut faire preuve d'imagination, de flexibilité, d'agilité à l'intérieur. Oui. Ça aborde aussi la notion de les 3 P là, c'est-à-dire permission, protection égale puissance, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc permis de revisiter des règles, permis d'en inventer des plus adaptées, parce que celles qui étaient au départ le sont peut-être moins aujourd'hui. Et puis protection, parce qu'il y a un cadre quoi, qui régit le fonctionnement, quoi. Et puis de dédramatiser le fait qu'on a des problèmes, quoi, parce que un collectif qui n'a pas de problème, pour moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Il a un problème quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est quand même beaucoup plus simple de les affronter et de les considérer comme des occasions de progresser collectivement, plutôt que soit de les ignorer, soit de les prendre comme des occasions de répression, en fait. Oui, d'accord. Alors du coup, ça fait peut-être une transition, parce que du coup, si c'est OK au sein du collectif pour aborder les problèmes, tout ça, ça renvoie aussi peut-être à la notion d'autorité, et peut-être son opposé, l'autoritarisme, c'est-à-dire que comment on peut jongler, comment on peut arriver justement à faire évoluer ce fonctionnement sans tomber dans quelque chose de trop rigide ou qui soit imposé par telle ou telle force qu'il y a à l'intérieur du groupe, force légitime ou force prise. Donc du coup, est-ce que peut-être Pascal, est-ce que ça te parle cette question-là d'autorité, ou de comment tu le vis au sein des points de vente auxquels tu participes? Allô Pascal. Non, Pascal nous a quittés. On a perdu Pascal. Je suis toujours là pourtant. Vous m'entendez? Ça y est. Si, c'est bon. Oui, bon. C'est bon. Ouais. Eh ben, j'avais peut-être par erreur coupé mon micro, pardon. Je disais que tout ce qu'évoquait Guillaume, qui a commencé par des questions d'équité, finalement, ça rejoint ce que moi je voulais aborder de côté collaboration. Donc là, on parlait de collaboration entre producteurs, adhérents qui soient ou pas impliqués dans la gouvernance. Et cette question d'autorité ou d'autoritarisme, elle est encore plus prégnante côté équipe salariée. Et se pose là la question pour moi de la posture de manager et du rôle officiel de manager et des rôles officieux de manager. Parce que comme dans les magasins où je participe, il y a chaque journée un responsable de magasin parmi les producteurs, quand ce n'est pas un salarié qui joue ce rôle, mais c'est la plupart du temps un producteur, eh bien, il n'incarne pas le management de l'équipe salariée de la même façon que celui de la veille ou de la même façon que le président ou la présidente. Et donc là, ça fait des équipes de salariés qui soient un, deux ou plusieurs, des gens qui se sont tiraillés entre ordre et contre-ordre, des gens qui font autorité naturellement, d'autres qui exercent de l'autoritarisme, parce que c'est leur façon de voir la collaboration avec des collaborateurs salariés. On n'est pas tous sur le même modèle de management. Alors, j'espère qu'il n'y a plus celui de la terreur qui domine. Mais enfin, quand même, il y a des gens qui sont encore dans l'état d'esprit, c'est qui commande. Donc, c'est nous, producteurs, on est les patrons, toi, salarié, tu es l'exécutant. Et c'est très compliqué et ambigu parce que moi, en tant qu'apporteuse, je fais 4 ou 5 permanences par an et par magasin. Quand j'arrive, j'estime que le ou la salarié est beaucoup plus, compétent que moi dans la gestion de ce magasin-là. Donc, je suis dans la posture, mais qu'est-ce que tu me confies aujourd'hui? Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Donc, il y a des salariés qui n'ont pas l'habitude de ça, puis il y a des salariés qui en abusent. Tiens, elle se met en position inférieure, donc je peux être autoritariste. Donc ça pose la question de la posture de chacun, et on en revient quand même toujours au point de départ. Quelles sont les règles? Comment est-ce que on a défini les collaborations, que l'on soit responsable
investisseur dans le magasin, que l'on soit adhérent, que l'on soit salarié, et comment on peut faire pour qu'une journée de permanence, puisque c'est des successions de journées de permanence, hein, mine de rien les magasins collectifs, eh bien ces journées de permanence soient vécues et que le travail soit fait de la même façon par tous, même si chacun a sa personnalité. Des cas très concrets, c'est quoi le niveau de ménage? C'est bête, hein, mais un jour je me suis retrouvée dans un magasin avec une pression très forte des personnes présentes parce que j'avais l'air de mettre trop de temps à faire le ménage. Mais en même temps, j'avais trouvé le magasin dans un piteux état. Donc moi, je suis restée avec l'injustice d'avoir fait le boulot de la personne de la veille. Et en même temps, il fallait que j'aille plus vite que ça. Donc c'est des choses bêtes, mais comme on dit depuis tout à l'heure, qui accumulées finissent par faire des cocottes minutes qui n'enlèvent pas la soupape à temps. Et quand on est salarié, je pense que la position est encore moins facile que quand on est collègue producteur. Et il y a beaucoup de magasins dans lesquels on peut repérer, il y a un indicateur très simple, hein, c'est le turnover des salariés. Combien de salariés on a eu au même poste depuis 5 ans? Combien de temps en moyenne restent les salariés? Et j'oserais dire, pourquoi s'en vont-ils? Et ça, ce sont des indicateurs qui, me semble, ne sont peut-être pas assez regardés. Parce qu'on passe beaucoup de temps à former, et on le sait tous sur nos fermes comme dans des magasins ou dans des structures collectives, ce temps à former, si on ne prend pas le temps de bien clarifier une collaboration, de bien vérifier que les personnalités s'accordent. Enfin, je fais référence à des travaux un peu anciens auxquels j'ai pu participer à Tram, hein, les 7 points de vigilance pour qu'un collectif fonctionne. Eh bien, les personnalités qui s'accordent, que ce soit entre producteurs ou avec salariés, la plupart du temps, on passe très vite ou alors on ne s'arrête même pas. Exact. Jean-Louis, ta réaction par rapport à des situations comme ça? Oui, alors c'est forcément des réactions très, je dirais, complexes à gérer, dans la mesure où on n'est pas, ce que tu décris, Pascal, on n'est pas sur des schémas hiérarchiques standards et habituels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soit faire appel à un management, je dirais, un peu style hyper hiérarchique, la pyramide comme à l'armée, où en fait c'est le nombre de barrettes sur les galons qui va décider qui est le chef. Hein. Et on ne peut pas non plus considérer qu'on est sur un mode complètement égalitaire, dans la mesure où il y a à la fois des salariés et des gens qui investissent dans le lieu. Donc c'est probablement une des raisons pour lesquelles la situation est très complexe. Moi, ce qui me vient par rapport à ton témoignage, Pascal, c'est peut-être quelques éléments. Tout d'abord, sur le dernier sujet que tu as abordé, c'est sur la nécessité, dans les collectifs de ce type-là, de porter une attention régulière, alors peut-être à chaque grande réunion, peut-être ne pas attendre les âgés pour ça, mais peut-être flécher dans l'année quelques réunions, quelques moments collectifs pour parler aussi de ça, c'est-à-dire pour accorder de l'attention sur comment travaillons-nous ensemble, plutôt que l'attention habituelle de que fait-on ensemble, quels sont nos résultats. C'est travailler sur le comment fait-on également, et pas uniquement sur que fait-on. Et alors c'est difficile, et ce que je vous conseille, si vous décidez de mettre ce genre de sujet à l'ordre du jour de réunion, c'est peut-être de vous faire accompagner pour ces réunions, parce que l'idée qu'il y ait un tiers qui gère ça est quand même plus facile que quand c'est fait entre vous. Voilà, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Le second conseil, c'est si vous avez beaucoup d'administrateurs, de gens qui sont en position de prendre le leadership dans une journée de permanence, c'est peut-être de les réunir de temps en temps pour essayer de trouver une vision commune de quel est leur rôle quand ils sont patrons de la permanence. À quoi ils servent, quelle est leur mission, pourquoi sont-ils là, de manière à construire progressivement un genre de socle de représentation
individuelle, donc ensuite collective, de à quoi on sert ce jour-là. On est là pourquoi, en fait. Et là, pour moi, c'est l'occasion de revenir à un fondamental du management qui est que pour moi, quelqu'un qu'on appelle manager, puisque c'est le mot qui est utilisé, il est avant tout au service de son équipe et pas l'inverse. C'est-à-dire que le rôle d'un responsable, d'un manager, c'est de tout faire pour que les gens puissent faire correctement leur travail, être au service des clients, satisfaire les clients, et de se positionner en soutien, en support, en facilitateur, avant de se positionner en donneur d'ordre et en donneur de leçons, en fait. C'est ce que on a appelé dans les années 80 la version de la pyramide, c'est-à-dire on pouvait considérer dans des organisations hiérarchiques traditionnelles qu'une équipe était là pour satisfaire son chef, qui lui-même était là pour satisfaire son grand chef, qui lui-même est là pour satisfaire les actionnaires. Et un management qui tourne rond, pour moi, c'est l'inverse. C'est, si j'ai une équipe à diriger, mon rôle est d'abord de leur faciliter le travail et de les aider à faire leur travail. Mmh. Alors peut-être effectivement que suivant les gens, comme tu le disais Pascal, ce que je viens de dire là est encore très éloigné de leur vision du management, donc c'est possible. Oui, c'est même sûr, parce que chacun a son histoire et son parcours d'évolution dans son histoire. Ouais. Et c'est vrai que je vois, moi, de l'intérieur-extérieur, puisque je ne fais pas partie des responsables de ces magasins, que la compétence que l'on recherche plutôt pour être responsable d'un magasin un jour, c'est savoir clôturer la caisse, savoir l'ouvrir, savoir la clôturer, quelqu'un de confiance pour ce qui est de mettre l'argent au coffre. Et effectivement, c'est rarement sous l'angle est-ce que tu es capable de te mettre au service de l'équipe et des clients aujourd'hui avec l'idée d'une pyramide inversée plutôt que je suis le roi de la journée ou la reine de la journée, quoi. Oui, c'est moi qui ai les clés du coffre. Oui. Ouais. Alors, en même temps, ce que tu dis, c'est déjà le cas, puisque la personne prend en charge la responsabilité de la caisse. Donc, en faisant ça, il se met au service de l'équipe. Si ça dépend de l'état d'esprit dans lequel il va se mettre dans son rôle, en fait. Est-ce qu'il se met dans son rôle sur un mode supérieur, avec un privilège qui est celui d'avoir la gestion de la caisse, ou est-ce qu'il s'y met avec l'impression d'être au service de l'équipe parce que il prend cette responsabilité et il les décharge de ce souci-là pour leur permettre de faire leur travail correctement. Oui, tout est une question de posture et d'état d'esprit, on est bien d'accord. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui me fait dire qu'il n'y a pas de règles précises et vous pouvez dicter tous les règlements intérieurs possibles. C'est pas ça qui fera les petits changements dans l'état d'esprit de chacun. La solution, c'est petit à petit d'échanger là-dessus, comme on échange sur comment on gère le stock, comment on nettoie le magasin, comment on gère les clients. C'est-à-dire mettre à l'ordre du jour de vos rencontres ces sujets du management comme les autres, en fait. Juste peut-être si on pouvait, on a vu effectivement que l'importance des règles, qui tout collectif a besoin de ces règles-là. Il y a tout ce qui est règles explicites. Bon, on a parlé du règlement intérieur, des statuts, il y a parfois des protocoles. On a parlé un peu de l'hygiène avec Pascal, là, tout ça. Donc, moi, j'aimerais aborder avec vous tout ce qui concerne les règles plutôt implicites, c'est-à-dire qui renvoient un peu à la culture, à l'histoire du collectif. Peut-être Pascal et Guillaume, est-ce que vous sentez qu'il y a des règles implicites qui existent dans vos magasins de producteurs? Je me permets, nous on a la particularité, je pense, d'avoir beaucoup de règles implicites puisque la plupart ne sont pas écrites. Et du coup ça, bah oui, on va en parler, on va dire bah oui, il faut faire comme ça, ou bah oui, c'est ça, bah oui. Mais derrière, après, le respect de cette règle n'est pas forcément aussi évident que ça, quoi. D'accord. C'est assez... Vous avez un travail à faire de passer de l'implicite à vraiment explicite, le coucher sur le papier, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Pascal, un témoignage peut-être par rapport à ça?
Eh bien, à contrario, beaucoup de magasins auxquels je participe ont des règles affichées. Mais moi, j'ai découvert les règles implicites quand je respectais les règles affichées et qu'en fait, c'était pas du tout ce que pratiquaient les autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce qu'on était convenu de faire au départ quand on a fait ce travail-là et ce qui se fait véritablement. Et ça pose aussi la question des règles qui évoluent de façon totalement consentie et par le groupe, même si c'est implicite. Mais il y a aussi les règles qui ne sont pas respectées, effectivement, comme vient de dire Guillaume. Et alors là, on se retrouve avec un décalage de fonctionnement, d'implication. On n'est pas sur la même qualité de travail au sens du ménage dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça, c'est presque le plus dur, c'est que ça ennuie tout le monde de fixer des règles. C'est encore pire de les afficher, de les écrire, de prendre le temps de tomber d'accord dessus. Mais alors quand elles évoluent et qu'on arrive, on est un nouvel apporteur, le magasin existe depuis plusieurs années et on est nouveau, on cherche à comprendre comment ça fonctionne et là on découvre que, en tout cas moi j'ai pu découvrir que des affichages étaient totalement obsolètes. Jean-Louis, peut-être ton regard là-dessus? Ouais. Alors, ce que ça m'inspire, ce que ça m'évoque, c'est le mot qui m'est venu, c'est la transmission orale. C'est-à-dire que, effectivement, certaines règles implicites peuvent avoir été tellement mises en valeur, sans forcément qu'on en parle, hein, et au point de devenir des règles qui contrarient ou qui annulent des règles explicites. Si c'est le cas, ça me paraît fondamental, comme disait Pascal, de les rendre explicites. Parce que ça veut dire que chaque fois qu'on aura une règle écrite, on va trouver la contre-règle implicite. Et comme elle est implicite, elle sera 3 fois plus forte que celle qui est écrite. Donc dans ce cas-là, ça me paraît fondamental de revoir la règle et de retrouver ensemble un accord sur ce qu'on a écrit. En revanche, je trouve que ça peut être très intéressant de trouver des moyens de rentrer dans une transmission orale de l'implicite, c'est-à-dire de trouver des moyens de raconter l'histoire. Et, alors ça rejoint une des questions ou un cas là, que tu m'as envoyé, Thierry, hein, sur l'épisode Covid, par exemple, avec quelqu'un qui n'est pas arrivé dans l'organisation depuis 3 mois, et puis là qui va revenir et qui va trouver un collectif qui ne ressemble plus à celui qu'il avait quitté il y a 2 mois et demi ou 2 mois ou 3 mois. Et dans ce cas-là, mais ce que je dis est vrai aussi lorsqu'un nouveau arrive, qu'il soit salarié ou qu'il soit pas salarié, ça me paraît important de l'accueillir, de prendre le temps de l'accueillir avec quelque chose qui est de l'ordre de raconter l'histoire. En fait, hein, c'est quelle est notre histoire, quel est notre référentiel commun, comment ça marche chez nous, indépendamment du règlement. Et ça peut être des moments intéressants collectivement. Oui, vous avez des exemples, Pascal et Guillaume, là, d'accueil ou de réaccueil pour là, c'était l'exemple que citait Jean-Louis, c'était effectivement un salarié d'un point de vue collectif, ou des salariés qui n'avaient pas pu se rendre au magasin et qui avaient l'impression, en revenant, qu'ils avaient été un peu mis au placard. Donc, c'était quand même une situation assez forte. Mais vous avez peut-être des exemples, Pascal ou Guillaume, de comment vous accueillez un nouveau producteur ou un nouveau salarié. Moi, j'ai des exemples de non-accueil, en fait. C'est-à-dire, j'ai intégré des magasins, enfin, je fais partie de 11, c'est que depuis 10 ans, je les ai intégrés chaque année, 1, 2, 3, enfin voilà, au fil de l'eau. Et du coup, je me rends compte que la première fois qu'on arrive à une permanence, bon, oui, il y a quand même pas beaucoup de temps qui est consacré, qui est disponible pour accueillir véritablement, mais il y a quand même un geste qui est fait. Mais par contre, ce qui est vraiment perturbant, c'est quand on fait 4 ou 5 permanences par an, et quand on en fait en plus dans d'autres magasins, forcément, moi je me mélange un peu entre les règles de chacun des magasins. Donc chaque matin, je dis, bon, je me dis comment ça fonctionne déjà aujourd'hui, est-ce que ça a changé depuis la dernière fois que je suis venue? Et je me dis qu'il y a quelque chose qui manque dans l'accueil au quotidien, en plus de cet accueil de nouveaux venus. C'est-à-dire que je me dis que le rôle du manager, du chef d'équipe, du responsable du jour,
ça pourrait être de commencer par rassembler l'équipe qui va bosser ensemble toute la journée. Parce que moi, il m'est arrivé de faire des permanences avec des gens nouveaux, je ne connais même pas leur prénom en les quittant le soir, quoi. Si j'ai pas fait l'effort de leur dire, je m'appelle Pascal, à toi c'est Arthur, ok. C'est-à-dire qu'il y a pas de temps disponible ou rendu disponible pour cet accueil de chaque jour. On est l'équipe du jour. Toi, t'es salarié, toi, t'es producteur, toi, t'es responsable. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et parce que chaque journée, ça peut changer, parce que les fruits et légumes sont pas toujours les mêmes, parce qu'il y a des actualités sur la disponibilité des viandes. Enfin, il y a plein de choses qui changent tous les jours. Et je me dis que ça, c'est un outil qu'il faudrait mettre dans les mains des responsables pour qu'on ne zappe pas ça non plus. Ni l'accueil d'un nouveau, ni comment on lance l'équipe du jour, quoi. Oui, le démarrage de la journée. Ouais. Voilà. C'est se mettre en ordre de marche pour démarrer une journée. Et effectivement, ça fait partie des rituels fondamentaux de la vie d'équipe. Alors certaines fois, je sais que quand je suis amené à conseiller ça, les gens me disent on n'a pas le temps le matin, c'est surtout pas le moment, il y a urgence pour démarrer plein de choses, approvisionner les rayons, etc. et on n'a pas le temps. Peut-être, mais dans ce cas-là, peut-on trouver le temps, peut-être une heure plus tard, voilà, quand on a fait l'urgence de début, qu'on a fait la mise en place, que les choses sont sur les rails, peut-on trouver par exemple le temps de prendre un café ensemble et de faire cet échange sur voilà, comment poursuit-on cette journée tous ensemble, qui est qui, à quoi doit-on faire attention. Et dans les structures dans lesquelles vous avez des salariés sont très intéressantes parce que les seuls qui ont une présence stable, ce sont les salariés, sauf s'ils sont à temps très partiel. Et ils ont un rôle très important dans ce genre de rituel, de réunion de partage. Parce qu'ils sont le fil conducteur tout au long de l'année. Ils sont aussi la mémoire de l'activité. Et c'est eux qui peuvent servir de lien. Alors c'est compliqué parce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autoritarisme. Hein. Peut-on donner une forme de crédit, de pouvoir, de liberté, je ne sais pas comment on peut l'appeler, à des salariés, alors que peut-être nous, on se considère comme des managers actionnaires du bazar. Mais ça fait partie des règles de vie pour moi. Et merci Pascal d'avoir noté l'importance de cette petite réunion qui peut être très courte, hein, qui est fondamentale. On retrouve ça dans l'hôtellerie, enfin la restauration, pardon, puisque souvent il y a un peu le premier coup de feu, c'est la mise en place, la préparation, etc. Et après il y a le temps avant le gros coup de feu où les clients arrivent, où l'équipe mange ensemble, quoi. Et souvent ils en profitent pour faire ce temps-là d'échange vraiment au sein de l'équipe, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que le manque de temps en début de journée ne doit pas être considéré comme une excuse. On doit pouvoir le trouver. Alors évidemment, pas le soir, une demi-heure avant de se quitter, mais on doit pouvoir le trouver dans les premières heures de la journée tout de même, quoi. Oui. Alors, en parlant de temps, le temps file très vite parce qu'on s'approche un peu de la fin. Alors, sous couvert de ma collègue Marion là, qui recueille aussi les questions, je regarde mes mails parce qu'elle doit m'envoyer les questions par mail. A priori, il n'y en a pas plus que ça. Sinon, on peut peut-être aborder à la fin. On a vu, il y a quand même beaucoup de leviers d'action qui sont possibles et des choses qui finalement sont pas si compliquées que ça à mettre en place au sein du collectif. Il y a vraiment le souci faut vraiment l'avoir en souci et prendre du temps pour ça. Mais il y a peut-être des situations auxquelles on peut pas faire face en interne, en autonomie. Et du coup, moi, c'était la question autour de à quel moment, ça je me tourne un peu peut-être vers vous trois, à quel moment c'est opportun de faire intervenir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est vraiment extérieur au groupe, quoi. Et pourquoi faire? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être Guillaume, peut-être que tu nous rapportes ton expérience, là, dire à quel moment vous avez senti que vous aviez besoin de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? On en avait discuté en réunion quand même depuis un petit moment. Ça avait commencé il y a maintenant 2 ans, aux prémices justement de se dire
il faut qu'on ait un règlement adapté à notre magasin et pas un règlement pioché à droite à gauche, quoi. Et on a eu une mise en œuvre de cette formation qui a été extrêmement compliquée puisque je pense, tout à l'heure, on a évoqué le sujet de quand il n'y a pas de règles, ça arrange tout le monde. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de mauvaise volonté de mise en œuvre pour éviter d'être présent le jour de la formation et de reporter. Et donc on se retrouve à cette année, donc ça fait quand même 2 ans qu'on en parle. Et donc on a mis, on a estimé vraiment, parce que ça faisait longtemps qu'on parlait de soit de l'aspect règlement, soit de faire intervenir quelqu'un, que ce soit de la chambre d'agriculture ou des choses comme ça, qui puisse venir et des fois, il y a des vérités à entendre ou il y a des choses, des choses qu'on doit entendre et qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est le nez dans le guidon et on s'en rend pas compte. Donc c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur. Et on en parlait, on trouvait pas spécialement la personne à mettre en face, quoi. Et puis il y a eu quelques déclics où l'ambiance du magasin s'est quand même ressentie de moins en moins bonne, l'ambiance entre associés. Et ce qui s'est ressenti aussi un petit peu au niveau de la clientèle, puisqu'on a commencé à avoir des réflexions au début de la clientèle, comme quoi venir tel jour au magasin, c'était moins intéressant que venir un autre, puisque c'était pas les mêmes personnes et que l'ambiance n'était pas la même. Et on a eu quelques soucis avec un des associés pour diverses raisons, qui a posé problème, quoi. Et c'est là où on s'est dit, si on fait rentrer personne, si on fait intervenir personne plutôt, on va droit dans le mur, quoi. On s'est posé la question à se dire, est-ce que l'année prochaine, on sera encore ouvert tel qu'on est aujourd'hui. Ça a été quand même assez loin dans les réflexions et tout ça. Et il y a eu une Tram qui a organisé une journée de formation sur Marseille, il me semble, sur le secteur par là, auquel deux de mes associés ont participé et ont rencontré Nicolas Carton et du coup on en a discuté vite fait en rentrant et on a organisé ça sur le pouce, quoi. En 2 jours, c'était bouclé. Il y avait 2 jours de formation, c'était présence obligatoire pour tout le monde pour vraiment dire de marquer le coup et de faire quelque chose. Et donc cette intervention, pour revenir dessus, je pense, a servi au départ. Hein, c'était une intervention réellement sur l'ambiance de groupe, la gestion de groupe, le ressenti de chacun, essayer de crever les abcès s'il y en avait et tout ça. Et il y en avait beaucoup. Et on a été assez mitigé dans le résultat puisque je pense que le déroulé de la formation a été bien, mais il y a toujours eu un petit peu de langue de bois sur certains sujets qui ont fait que les véritables problèmes n'ont pas été levés. Et donc voilà. Et je pense que la formation justement avec une autre personne, Elsa Bateau en l'occurrence, pour la mise en place du règlement intérieur, en tout cas le soutien pour la mise en place du règlement intérieur, c'était juste bien en timing. Malheureusement, on a eu aujourd'hui il y a eu ce problème de déplacement de confinement, oui. Et qui a fait qu'on a complètement retardé on a retardé tout ce qu'on avait prévu. On s'était fait un planning, on s'était fait plein de choses, et au final, ça a tout jeté à l'eau en très peu de temps. Et là, très sincèrement, aujourd'hui, j'ai l'impression, je vais pas dire que ça s'empire, mais on est reparti dans une situation à végéter et on perd un petit peu le bénéfice de ces 2 ou 3 journées de formation qu'on a pu faire, quoi. Et aujourd'hui, il y a certains associés qui se posent la question, est-ce que ça a bien été utile de mettre en place, est-ce que ça a bien été utile de tout ça? Moi personnellement, je pense que oui, puisque on a quand même entendu des choses et tout ça qu'on ne savait pas et qui nous ont été apprises. Après, voilà, sur le réel fond du problème, je pense que il y a certains associés qui se déchargent complètement de ces formations et qui ont l'impression d'avoir fait ça un coup d'épée dans l'eau, quoi. Très clairement. Alors que je pense que
si le schéma avait été respecté comme on le souhaitait, on serait abouti à quelque chose de plutôt positif, quoi. Ouais. Pascal, rapidement, est-ce que tu as vécu aussi toi des accompagnements de personnes extérieures vraiment au collectif là qui venaient pour justement faire travailler le groupe là sur ces aspects relationnels? Ben non, aucun des magasins auxquels je participe, et pour ceux qui en auraient besoin, n'ont encore fait ce choix. Ce qui est très dommage parce qu'il peut aussi se penser que on peut régler ça entre nous, et je pense que c'est ça la première erreur, c'est de ne pas avoir le recul suffisant pour faire de la médiation du groupe auquel on appartient, quoi. C'est juste pas possible, et c'est pourtant le premier réflexe. C'est ça qui m'ennuie le plus. Après, par rapport à ce que disait Guillaume à l'instant, je reste convaincue à avoir participé à beaucoup de formations sur le développement personnel, qu'on n'est pas tous au même niveau de réceptivité de ce genre de formation à la remise en question, j'oserais dire. Et il faut faire avec, que tout le monde n'ait pas choisi de travailler sur soi les années passées. Et du coup, c'est ce qui peut faire penser, et je comprends complètement ce que tu dis, Guillaume, que les vrais sujets n'ont pas forcément été correctement abordés entre langue de bois et ne pas oser. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous avancés de la même façon sur le chemin de la connaissance de soi et de la remise en question tranquille, sans prendre la mouche, quoi. Oui, c'est vrai. C'est au plus profond de soi que l'on rencontre les autres. C'est une autre citation. Voilà, ça y est, j'ai C'est la minute sagesse. La minute sagesse de Gaston Miron. Jean-Louis, peut-être juste ton regard en vous écoutant, je trouve que ce que vous venez de décrire est tellement le reflet de la réalité, hein, que je n'ai rien à ajouter sur ce vécu, si ce n'est que dans le témoignage de Guillaume, ce qui me paraît avoir manqué, et ça n'est absolument pas lié à vous, mais c'est lié à la conjoncture là, en ce moment, ce qui me paraît avoir manqué, c'est d'aller jusqu'à quelque chose de concret, c'est-à-dire d'aller jusqu'à un genre de contrat établi entre les gens. C'est l'étape qui manquait, hein, c'est le chaînon manquant de l'opération. Et mon conseil, ce serait de remettre en route quelque chose pour acter ça. C'est-à-dire, le risque, si vous restez dans cet entre-deux-eaux, c'est qu'effectivement, vous allez revenir à la situation d'avant, voire même pire. Parce qu'il y aura tous ceux qui vont être capables de dire, vous voyez, ça n'a servi à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et donc, si le conseil, ce serait mettre en route même quelque chose de très court, ça peut être même 2 heures, 3 heures de travail collectif pour... l'image qui me vient, c'est les cliquets anti-retour sur les engrenages, en fait, hein, c'est de marquer ça, en fait. L'autre chose qui me paraît pouvoir guider les collectifs, là, ce que tu disais, Pascal, sur les différences de niveau de capacité à se remettre en question, hein, d'un point de vue personnel, c'est soit de définir si elle n'existe pas, soit de se raccrocher à ce que j'appellerais la raison d'être d'un collectif. C'est-à-dire, au moment où on crée un collectif, au moment où on crée une organisation, c'est intéressant de se mettre tous ensemble d'accord sur une finalité, ce que j'appelle une raison d'être. On est là pourquoi? Et que cette raison d'être puisse servir de guide en permanence, hein, un petit peu comme une étoile en fait, hein, et chaque fois que les gens se mettent à regarder dans différentes directions, si cette raison d'être est puissante, si elle a été partagée, ça permet de refaire converger les énergies, de refaire converger les regards. Et le conseil que je pourrais donner à des collectifs qui boitent un peu, c'est de revisiter leur raison d'être. C'est peut-être de la remettre au goût du jour et de ne pas avoir peur d'inclure dans la raison d'être quelque chose qui est de l'ordre de la vie du collectif et pas uniquement que la raison d'être soit tournée vers la clientèle, quoi, qu'elle ait une facette interne. En fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus. Oui, c'est qu'est-ce qu'on a aussi envie de vivre ensemble et de... Voilà, c'est ça. Quelle est l'ambition voilà, quelle est notre ambition, quelle est la finalité, mais globalement, elle n'est pas uniquement centrée sur un résultat
soit comptable, soit produit, qualitatif. Ensuite, sur les différentes modalités d'accompagnement possible, alors il y a évidemment, vous l'avez cité, la formation, il y a évidemment l'accompagnement d'équipe. Ce que citait Guillaume, là, c'est quelque chose où on est à cheval entre les deux. C'est entre formation et accompagnement d'équipe. Il y a à l'opposé, c'est-à-dire au bout du bout, lorsque tout va mal, il y a la possibilité de faire appel à la médiation. C'est-à-dire que lorsque, dans une équipe, il y a des tels conflits que les gens finissent par s'ignorer, à ce moment-là, faire appel à quelqu'un d'extérieur qui est un professionnel de la médiation peut être vraiment très riche. Et je vous rappelle, la vraie définition de la violence relationnelle, ce n'est pas quand les gens se critiquent, ce n'est pas quand les gens se tapent dessus, c'est quand les gens ont décidé que l'autre n'existait plus. La véritable violence, c'est d'avoir rayé l'autre de la carte. C'est de ne plus lui adresser la parole. C'est de faire comme s'il n'était plus là. Et là, dans des situations comme ça, il y a besoin de revenir à quelque chose qui va permettre de faire à nouveau exister l'autre. Et ça ne peut se faire qu'avec des professionnels, parce que ça veut dire qu'on est allé très loin. Et puis, en intermédiaire entre conseil, formation, accompagnement d'équipe, il y a une technique dont tu as parlé, Thierry, au début, qui s'appelle le co-développement professionnel, qui est une façon de progresser ensemble, de développer ensemble des compétences en partageant des problématiques voisines. C'est-à-dire, on réunit des groupes de gens, par exemple, ça pourrait être des groupes d'administrateurs, d'agriculteurs qui ont créé un lieu de vente. Et à chaque réunion, l'un d'entre eux apporte une problématique, un souci, un sujet qui le tracasse, et les autres sont invités à lui servir de miroir, de conseiller, de conseil, grâce à leur questionnement, grâce à leur compréhension de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est un outil assez fabuleux pour développer ensemble des compétences. J'y pense là parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le management, sur l'idée d'un manager qui se met au service de son équipe, c'est des sujets sur lesquels on peut progresser rapidement grâce à cette technique de co-développement professionnel. C'est une technique que tu connais bien, puis tu vas pratiquer avec notamment les professeurs au Québec. Oui, c'est ça. C'est dans mon passé, j'ai un passé de collaboration depuis les années 2000 avec les spécialistes à Montréal de cette approche. Et c'est vraiment une approche que j'utilise avec grand plaisir et grande efficacité depuis des années. Et au sein de TRAM, plusieurs personnes ont été formées et peuvent utiliser de façon très experte ce type d'outil qui peut rendre de grands services. Oui, et qui peut après se développer en autonomie aussi au sein des collectifs. Quoi. Ouais. Alors, en gros, c'est juste pour terminer, Thierry, en gros, c'est comment peut-on se former ensemble grâce aux expériences des uns et des autres. Des uns et des autres, ouais. C'est très puissant, c'est très puissant. Alors, on a un petit peu explosé notre temps puisqu'il est 14h40. Je me fais tirer les oreilles par mes collègues à chaque fois. Je suis assez coutumier du fait et puis c'était très très intéressant, très riche. Et puis malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Alors peut-être qu'on en refera une autre autour de ce thème-là parce que c'est un champ qui est très vaste, donc et qui est toujours très très intéressant. Je crois qu'on a compris l'importance d'y consacrer du temps au sein des collectifs. Soit en autonomie, en interne, soit en se faisant appuyer par quelqu'un si le besoin se fait sentir. Donc je voulais vous remercier Pascal, Guillaume, puis Jean-Louis vraiment pour vos témoignages, votre implication, le temps consacré à ça. Et merci aussi aux auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions. On fera un compte rendu de cette radio. Vous pouvez retrouver l'audio sur le site de TRAM, www.tram.org. Voilà. Et moi je vous avais dit au départ qu'on essaierait de valoriser aussi ces échanges dans un outil qu'on veut sortir là pour les collectifs.
Voilà, cette émission se termine, mais avant, je voulais vous dire qu'on on va organiser une prochaine réunion sur une thématique qu'on n'a pas encore fixée. Donc, si que vous soyez auditeur ou si vous avez une idée de thème ou un besoin que vous vouliez aborder sous cette forme-là, n'hésitez pas à nous contacter. Cette émission a été réalisée grâce à l'appui de Marion Vandenbulk, d'Agnès Catala, donc mes collègues de l'équipe circuit court à Tram, mais aussi de Pauline Mendes qui s'est chargée de toute la logistique. Alors, merci à elle. Et bien voilà, on va en rester là. Encore merci Pascal, Guillaume, Jean-Louis. Merci. Et puis on vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt donc pour la prochaine émission.